Et on se retrouve au ministère des Transports en compagnie du ministre, M. Thierry Mariani. Monsieur Mariani, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un certain nombre de questions, des questions d'actualité, mais aussi des questions qui concernent les Français de l'étranger. Alors tout de suite, pour commencer par l'actualité, on va parler de ce fameux projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée au mois de janvier, qui concerne donc un changement au niveau du droit de grève pour le transport aérien. Alors concrètement, quels sont les changements, où en est ce projet, et surtout les utilisateurs des transports aériens, nos amis de l'étranger, vont-ils bénéficier de quelque chose? Vous savez, je crois qu'on est bientôt l'un des derniers grands pays européens où en cas de grève, quand vous prenez un avion, c'est un peu la loterie. Vous savez qu'à la dernière minute, si vous montez dans l'avion, si vous n'allez pas rester bloqué dans l'aéroport ou si votre avion tout simplement part. Je vous ferai remarquer que dans les principaux pays européens, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, il y a des règles particulières qui encadrent la grève dans le transport aérien ou ferroviaire. Pourquoi ? Parce que le transport, ça conditionne la vie du quotidien, ça conditionne l'économie. Qu'est-ce que nous avons fait en 2007 ? En 2007, à la demande de Nicolas Sarkozy, comme il l'avait promis pendant ses présidentielles, nous avons fait voter la loi sur le service minimum à la SNCF et à la RATP. Désormais, quand il y a une grève, eh bien, ceux qui veulent faire grève font grève. Simplement, ils doivent le dire 2 jours à l'avance et ça permet d'organiser le service. Ça permet à l'avance de dire aux passagers, attention, le train de 15h27 sera maintenu, celui de 16h32 sera annulé. Est-ce que franchement, depuis 2007, les Français ont l'impression qu'il n'y a plus de grève à la SNCF? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus de grève à la RATP? On veut faire exactement la même chose dans l'aérien. C'est-à-dire que quand je vois certains syndicats qui se mettent en grève en disant le droit de grève est menacé, franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux puisque ce qu'on demande par ce projet de loi, c'est simplement de faire en sorte que tous ceux qui veulent faire grève fassent grève, mais le déclarent 2 jours à l'avance. Ça permet aux compagnies aériennes, 2 jours à l'avance, de faire leur programme de vol, d'envoyer un SMS éventuellement aux passagers pour leur dire l'avion de 15h20 est annulé ou l'avion de 15h20 aura 2 heures de retard. Ça évite d'avoir des milliers de personnes qui s'entassent dans les aéroports. Ça évite à nos compagnies aériennes de perdre beaucoup d'argent. Voilà. Et puis, vous savez, je sais ce que pensent les Français de l'étranger. Je sais aussi ce qu'on me disent les étrangers sur l'image de la France. C'est pas un service à rendre à notre pays que d'avoir un service de transport aérien anarchique où à la dernière minute, pendant ces périodes de grève, on ne sait pas ce qu'on a. Eh bien, avec cette loi sur le service, moi je préfère dire plutôt garanti que minimum, service garanti, on sera, même en temps de grève, 2 jours avant si notre avion part ou part pas. Et puis tous ceux qui voudront faire grève continueront à faire grève, simplement les passagers ont aussi quelques droits. Monsieur le ministre, depuis 5 ans que le président Sarkozy est arrivé, un certain nombre d'avancées ont été réalisées concernant les Français de l'étranger. Il y a eu par exemple la création d'un secrétariat d'État. Il va bientôt y avoir l'élection de 11 députés qui vont représenter les Français de l'étranger. Donc ma question elle est simple. Pourquoi a-t-on attendu aussi tard avant de mettre ce genre de réforme? Et puis pour l'avenir, quelles seront les prochaines étapes concernant les Français de l'étranger? Vous savez pourquoi ces réformes n'ont pas été faites avant? Parce que je pense que Nicolas Sarkozy est le premier président de la République française qui a compris qu'on est dans le XXIe siècle. Qui a compris, vous allez me dire c'est de la palissade, mais qui a compris que ça ne se limitait plus aux frontières de notre hexagone et que les Français établis hors de France étaient un atout. Dans la mondialisation, c'est une population qui permet le rayonnement culturel de la France par, j'allais dire, les lycées ou les centres culturels, c'est qui permet le rayonnement diplomatique de la France, qui permet par moments le rayonnement, j'allais dire, militaire, parce que quand on envoie des troupes pour défendre les droits de l'homme ou pour certaines opérations à la demande de l'ONU, qui permettent aussi de faire rayonner nos entreprises, nos économies. Bref, les Français de l'étranger, en période de mondialisation, c'est un atout. La plupart des autres pays l'ont compris. La France l'a peut-être compris un peu tardivement. Et en tout cas, Nicolas Sarkozy a été le premier à se dire que ce n'est pas une population entièrement à part, mais une population qui est française à part entière et qu'il faut les prendre, j'allais dire, en compte, permettez-moi, comme s'ils étaient dans un département un peu plus lointain avec leurs problèmes spécifiques. Il avait promis 3 choses pendant les dernières élections présidentielles. D'abord, le fait que les Français de l'étranger seraient désormais représentés comme l'ensemble des autres Français avec
une représentation non seulement au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale. Les Français de l'étranger sont représentés depuis longtemps par 12 sénateurs, qui font d'ailleurs un excellent travail, et franchement, je leur tire mon chapeau. Mais quelle que soit la qualité de leur travail, l'Assemblée qui a le dernier mot, ça reste quand même l'Assemblée nationale. Et d'autre part, avoir des députés et des sénateurs, ça permet d'être présent dans les deux assemblées, de rappeler les sujets, d'être sûr de faire aboutir la totalité des dossiers. Et donc Nicolas Sarkozy, comme il s'y était engagé, a créé ces 11 députés des Français de l'étranger. C'est une première en France. Désormais, le Français de Corrèze, de Paris ou du Nord sera représenté de la même manière que le Français établi hors de France, quel que soit son pays où il est établi. Deuxièmement, deuxième réforme, la création d'un secrétariat d'État. Alors certains disent que c'est un gadget. Vous savez, ce n'est pas du tout un gadget. Moi, je siège au Conseil des ministres. Quand il y a des arbitrages, quelle que soit la qualité des ambassadeurs, quelle que soit la qualité des administrations, il y a un moment où il y a un petit groupe qui prend des décisions. On a un bon ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, mais on a un bon réseau diplomatique. Mais c'est normal, la principale mission d'un réseau diplomatique, c'est la diplomatie, les relations internationales. Les Français de l'étranger, c'est plus souvent, même si l'ambassadeur ne les oublie jamais, le rôle du consul. Eh bien là, ça permet désormais au Conseil des ministres qu'il y ait quelqu'un qui dise, aux côtés du ministre des Affaires étrangères, attendez, n'oublions pas les 2 500 000 Français qui sont établis hors de France et cette personne, comme la trentaine d'autres membres du gouvernement, à voix au chapitre. Je peux vous assurer que ça change beaucoup de choses. La troisième promesse qui avait été prise et qui a été tenue, j'allais dire, à 90%, c'est la gratuité de l'enseignement en terminale, puis après en première et en seconde. Monsieur le ministre, vous êtes donc aussi conseiller politique de l'UMP en charge des Français de l'étranger. Ça fait plusieurs années que vous occupez ce poste, donc vous connaissez bien les Français qui résident à l'étranger. Donc pour nos amis de l'étranger, concernant le projet du candidat à la présidence de la République pour l'UMP, pouvez-vous nous dévoiler quelles seront les mesures qui vont plus précisément toucher les Français de l'étranger? Pour les élections présidentielles, le candidat choisira son programme. Et à l'heure où nous sommes... Le candidat que nous attendons n'est toujours pas déclaré, donc je ne vais pas vous annoncer son programme alors qu'il n'est même pas déclaré. Je peux vous dire par contre 2 ou 3 choses. D'abord qu'il y a une conception fondamentalement différente de l'expatriation à gauche et à droite. À gauche, on nous explique en permanence que c'est le motif d'expatriation, très souvent, sont des expatriés fiscaux, etc. Bien sûr que ça existe, mais on sait très bien que c'est une minorité dans l'immense masse de l'expatriation. Et quand je vois les propos de M. Ayrault à l'Assemblée nationale, quand on a créé les députés des Français de l'étranger, il criait au scandale en expliquant que c'était totalement inutile et que ces gens-là ne le méritaient pas. Je crois que, d'abord, Nicolas Sarkozy n'a pas une vision dogmatique, il a une vision pratique. C'est-à-dire, en clair, on est dans un monde globalisé, on est dans la mondialisation. Eh bien, il faut que ces communautés-là soient, j'allais dire, encouragées c'est mieux les servir pour qu'elles servent mieux la France, si je peux résumer. Et donc, quelques idées, quelques pistes. Je pense d'abord que la gratuité est une piste qu'il faudra continuer. Il ne s'agit pas cette fois de dire on va rajouter 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il s'agit de dire simplement il faudra continuer dans cette décision et en fonction de l'évolution des finances publiques, en fonction de l'évolution de la crise économique, peut-être commencer à rajouter 1 année et puis peut-être après peut-être 2. Mais d'abord la gratuité de l'enseignement parce que quand on est expatrié, on doit pouvoir avoir une scolarité garantie et accessible pour ses enfants. Deuxièmement, je crois qu'il faut commencer à réfléchir sur la piste du retour. Nicolas Sarkozy l'a annoncé très clairement dans ses vœux aux Français établis hors de France à Madrid, c'est-à-dire que l'expatriation, pour certains, se pose le problème quand on veut revenir. Et on se retrouve avec des problèmes sociaux, des problèmes de retraite, des problèmes par moment d'indemnisation chômage, parce qu'on peut ne pas trouver un boulot tout de suite. Il faut encourager l'expatriation, mais il faut aussi faciliter le retour en France. Ensuite, je pense tout simplement qu'il faut continuer à renforcer notre réseau éducatif. Les Français de l'étranger aujourd'hui se déplacent. Il est évident, par exemple, que dans la zone Asie-Pacifique, qui est une zone en pleine expansion économique, cette population augmente alors qu'elle a plutôt tendance dans d'autres pays à se restreindre. Il faut continuer à suivre, j'allais dire, cette évolution. Et puis ensuite, je le dis et je le répète, sur 2 points,
Pour nous, il n'est pas question de créer un impôt spécifique sur les Français de l'étranger, comme ne cesse de le réclamer le Parti socialiste, comme ne le cesse de le déposer chaque année le président de la Commission des finances, M. Cahuzac, en disant, comme ailleurs, il faut que les Français de l'étranger payent enfin des impôts en France. D'abord, vous savez comme moi que vous en payez. Parce que quand on paye la taxe d'habitation, la taxe foncière, et qu'on habite un mois par an, ou quand on paye des impôts sur les successions ou ailleurs, on participe à la fiscalité française. Deuxième chose sur laquelle je vais être très clair, parce que je sais que le Parti socialiste, là aussi, mène une campagne un peu vicieuse, soyons clairs, il n'est pas question de supprimer la binationalité. La binationalité, il y a une quinzaine de députés UMP qui, à un moment, effectivement, ont déposé une proposition. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 350 députés UMP. Il est hors de question de la supprimer. Et quoi que dise le Parti socialiste, ce n'est pas à l'ordre du jour. En plus, si vous me permettez quelque chose, vous savez, j'ai été rapporteur de toutes les lois d'immigration. La dernière loi, quand cet amendement a été présenté, celui qui l'a fait chuter, qui était le rapporteur, c'est moi-même. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce n'est absolument pas un sujet à l'ordre du jour. Nous sommes attachés au respect de la binationalité, à condition bien sûr que la personne apprenne le français, respecte les lois de la République française. Nous sommes attachés à la spécificité fiscale des Français de l'étranger, parce que pour nous, ils payent déjà des impôts, et puis ensuite, renforcement du réseau éducatif dans les pays qui se développent, renforcement des mesures pour faciliter, j'allais dire, l'expatriation, et puis surtout prendre en compte les Français de l'étranger désormais comme une composante de la communauté nationale. Donc, Monsieur le Ministre, vous êtes un élu depuis 1993 du Vaucluse, donc vous êtes député de ce département. Et là, aux prochaines élections, vous allez vous présenter dans la 11e circonscription des Français de l'étranger, c'est-à-dire la circonscription qui englobe un certain nombre de pays d'Asie. Alors, pourquoi ce parachutage ? Vous savez, quand on est parachuté, très souvent on débarque, ça veut dire qu'on débarque en terre inconnue. Est-ce que je peux vous faire remarquer que celui qui s'occupe à droite des Français de l'étranger depuis l'an 2000, c'est-à-dire maintenant 12 ans, c'est moi-même. Voilà, j'ai été effectivement en charge, qu'il s'agisse du RPR ou qu'il s'agisse de l'UMP, des Français de l'étranger, depuis maintenant 12 ans. Donc tout ça pour dire que ça fait 12 ans qu'au sein de la majorité, j'essaye de faire en sorte que cette population ne soit pas oubliée, et avec l'aide des sénateurs, avec l'aide des élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, avec par moment les informations qui nous sont apportées, par exemple, par l'Union des Français de l'étranger. C'est cette voie qu'on veut ne pas faire oublier. Donc pendant 12 ans, j'ai été au sein de la droite l'avocat des Français de l'étranger, aux côtés d'autres personnes. C'est un choix pour moi, puisqu'en réalité, j'ai été élu 4 fois député, la dernière fois avec 60%. Donc vous savez, un parachuté, c'est quelqu'un qui arrive sur un terrain qu'il ne connaît pas et qui n'a pas d'autre solution par moment que sauter en parachute. J'aurais pu rester confortablement chez moi. J'aurais pu, je pense, avoir une élection supplémentaire. J'ai fait ce choix, pourquoi ? D'abord parce que c'est une suite. J'ai été certainement celui qui a un peu soufflé au président de la République la fameuse idée de créer les députés des Français de l'étranger. Depuis 12 ans, je répète, je suis cette catégorie de Français pour faire en sorte qu'on ne les oublie pas au sein de la majorité et au sein de l'Assemblée nationale. Donc c'est un peu la continuation de cet engagement. Monsieur le Ministre, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.